et bienvenue dans l'antre d'une autrice, d'une rêveuse et d'une lectrice. Nous sommes la fin août et je me suis dit que c'était l'heure de mon bilan de lecture d'été. Tout d'abord, mes lectures en quelques chiffres. J'ai lu un total de 24 livres pendant les mois de juin, juillet et août réunis, parmi lesquels 10 étaient en anglais, 14 en français, 8 écrits par des auteurs et 16 par des autrices. Dans le lot, nous avons un livre audio, 4 BD, 7 livres numériques, oui je ne le fais plus avec les doigts parce que je n'en ai plus, et 12 romans ou nouvelles en papier. Vous l'avez vu passer dans mes vidéos précédentes, le livre audio, il s'agit de 21 leçons pour le 21e siècle de Yuval Noah Harari. Et c'est un livre audio qui ne le restera pas longtemps pour moi puisque j'ai l'intention de l'acheter en papier pour pouvoir le relire, le surligner, l'annoter à souhait parce que j'ai trouvé ce livre absolument brillantissime dans sa clairvoyance et dans sa manière extrêmement concise et précise d'expliquer notre présent et éventuellement notre avenir pendant ce 21e siècle. Passons au BD que j'ai déjà mentionné dans une vidéo préalable, mais donc je vais faire vite. J'ai lu Rébis, écrit par Irène Marchesini et illustré par Carlotta Di Cataldo, et qui est une BD absolument trognon, même s'il aborde des thèmes un peu difficiles, surtout pour ce petit garçon qui est le protagoniste de cette BD, qui décide de vivre avec une sorcière dans la forêt parce qu'il est incompris et mal accepté dans sa famille. Et c'est une BD qui parle beaucoup de ce questionnement de genre et également de la place de la femme dans la société puisqu'il est question de chasse aux sorcières et tout un tas d'autres choses qui en soi sont des thèmes assez difficiles, mais d'un autre côté tout est fait de manière tellement attentionnée et mignonne que c'est une BD qui en devient en fait très cosy et agréable à lire. J'ai ensuite lu le 3e tome de Lightfall par Tim Probert, qui a été une petite déception. Je dis petite parce que franchement c'est une BD qui est absolument géniale, les dessins, les couleurs, l'histoire est magique, mais comme j'avais énormément aimé les 2 premiers tomes, je crois que j'avais des attentes. J'ai attendu 1 an pour lire le 3e tome, donc je pense que ces attentes ont grandi exponentiellement, ce qui fait que quand j'ai fini par lire le 3e tome, finalement peut-être qu'il est exactement au même niveau que les 2 premiers, mais j'ai été déçue par rapport à ce que je m'étais imaginé dans ma tête. Donc ne passez surtout pas à côté de cette 3e BD juste parce que moi je ne suis pas capable de garder mes attentes dans ma poche. La 3e BD s'appelle Lebensborn de Isabelle Marauger, qui est inspirée de l'histoire de sa famille, en l'occurrence de sa maman qui est la fille d'une femme norvégienne et d'un Allemand nazi, qui est né pendant l'époque nazie, pendant tout un programme de fertilité pour un peu engendrer et augmenter la race aryenne, on va dire, et apprendre ça tout au cours de cette BD est absolument choquant, bluffant, triste. C'est assez déchirant, mais très attachant aussi, et j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture et malgré tout découvrir ce pan de l'histoire qui est malheureusement atroce. 4e et dernière BD de ce lot, il s'agit de La cuisine des ogres, 3 fois morte, écrit par Fabien Wellman et illustré par Jean-Baptiste Andréae.
Excusez-moi si je ne prononce pas très bien son nom de famille. Il s'agit ici d'une BD qui, contrairement à ce que la couverture et éventuellement le titre pourraient laisser paraître, n'est pas une BD pour les enfants, bien au contraire, parce qu'elle est extrêmement gore. Extrêmement gore. J'ai même eu un moment où moi, j'étais horrifiée par ce que je voyais. Le sous-titre est 3 fois morte parce qu'il suit l'histoire d'une jeune orpheline que les ogres finissent par nommer 3 fois morte parce que elle ne semble jamais vouloir mourir alors qu'elle a eu plein d'occasions, en l'occurrence 3 occasions de mourir. Et ça n'arrive jamais. Du coup, elle devient presque légende urbaine pour les ogres, on va dire. Et ses aventures ainsi que son histoire à elle sont extrêmement touchantes parce que c'est l'histoire d'une jeune fille dans l'adversité et ça marque toujours par la positive, je dois dire. Passons au livre numérique. J'ai commencé les lectures numériques pour l'été avec Notre-Dame de la Mer de Rosanne Iliano, une nouvelle qui m'a beaucoup marquée par sa poésie et la manière bluffante que l'autrice a de parler de thèmes difficiles comme le suicide, enrobé ici dans l'histoire d'une malédiction. Donc c'est un peu, est-ce un suicide ou est-ce en fait simplement l'attirance de ce personnage féminin par un être surnaturel qui est dans la mer et qui a maudit toute sa famille. C'est très bien enrobé. C'est très bien mené et tout ce conflit interne du personnage principal est très bien décrit et je le conseille vivement d'ailleurs, et en plus c'est une lecture vraiment rapide. Ensuite j'ai lu un roman auto-édité qui s'appelle Le Sirénien de Capucine Sergent. Alors j'ai tout d'abord pris ce livre parce que je trouvais original que l'on parle d'un homme sirène et pas de la sirène habituelle que l'on voit dans les romans. Et donc déjà ça m'a intriguée. Ensuite c'est une histoire qui est extrêmement centrée sur l'écologie, le problème du changement climatique, de toutes ces catastrophes que nous allons voir dans l'avenir, n'est-ce pas? Tout ça mené, tout ça avec un fond de nature vivante par le biais d'êtres marins qui seraient surpuissants et qui pourraient éventuellement se venger des humains. Et bien sûr sur fond assez présent, hein, enfin, on va quand même le dire, de romance. Une lecture très agréable et malgré la romance, parce qu'en ce moment c'est vrai que les romances c'est plus vraiment mon truc, mais malgré la romance c'était vraiment une lecture que je recommanderais parce que franchement il y a tout un tas d'autres thèmes au-delà de ça qui sont très intéressants. Ensuite j'ai lu les tomes 7, 8 et 9 de la série des Oxford Tea Room Mysteries de H.A. Hanna. Les titres sont, si je ne m'abuse, Another One Bites the Crust, Apple Strudel Alibi, and... je viens de le lire en plus. The Dough Must Go On. Voilà. Je ne m'épanche pas là-dessus, ce sont des cozy mysteries qui se ressemblent tous à peu près, donc franchement je les lis juste pour un peu me détendre, pour avoir une lecture sans prise de tête. Donc si vous aimez les cozy mysteries, lisez-les, hein. Mais je pense qu'il y en aura d'autres qui sont peut-être plus intéressants à suivre que ceux-ci. N'empêche qu'ils sont très cosy, donc si vous aimez ça, n'hésitez pas. Direction le Japon avec Tant de nuances de pluie de Asha Lame. Le titre original est 50 Words for Rain et je ne sais pas pourquoi on n'a pas utilisé le mot en fait dans la traduction du titre, parce qu'avec le 50 nuances de pluie, certes nuance est joli, mais je trouvais que ça faisait trop un rapport avec le titre 50 nuances de grès et ça n'a rien à voir.
C'est une histoire d'une jeune fille bâtarde qui est élevée par sa grand-mère dans un grenier. Elle est battue, méprisée, et tout ça parce que c'est une bâtarde dans une famille qui est à l'origine de sang royal, de sang impérial même, du côté de sa grand-mère justement, et qui ne connaît rien et cette petite fille ne connaît rien du monde à part ce grenier, on va dire, jusqu'au jour où son demi-frère, légitime lui, et frère aîné, fait une apparition ou entre dans sa vie en allant vivre chez sa grand-mère ou chez leur grand-mère et décide de se lier d'amitié avec sa petite sœur qui lui dévouera corps et âme parce que elle est absolument enchantée par ce garçon. Il est son sauveur et elle l'admire plus que tout. Il y a un tas de péripéties qui arrivent, justement à cause de la famille et tout ça. Je trouvais que c'était un roman très intéressant, mais la fin m'a déçue. Alors si vous l'avez lu ou si vous allez le lire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de la fin. Personnellement, je m'attendais à autre chose. J'ai eu un peu de mal à comprendre la décision de la protagoniste, on va dire. Je finis cette catégorie avec le roman The Last of the Moon Girls de Barbara Davis, qui traite de l'histoire d'une jeune femme qui apprend que sa grand-mère est décédée et du coup décide de rentrer au village ou dans sa ville natale, on va dire, pour s'occuper de la ferme de sa grand-mère. En y allant, on découvre peu à peu que sa famille est une famille matriarcale. Les femmes de sa famille ne se sont jamais mariées et n'ont toujours eu qu'une fille. Et à chaque fois, et ces filles ont toutes un certain don pour soit les plantes ou autre chose, qui font d'elles des guérisseuses, mais aussi dans le langage du village, des sorcières. Elles sont plus ou moins acceptées, sauf depuis 8 ans plus du tout, parce qu'il y a eu un meurtre, enfin 2 meurtres, puisque 2 filles ont été trouvées dans un lac, dans la propriété des Moon Girls, et tout le monde a accusé la grand-mère, alors que ce n'est pas vrai. Et du coup, la dernière des filles Moon, donc la protagoniste, décide de rendre un dernier hommage à sa grand-mère en la prouvant innocente. Et j'ai beaucoup aimé l'enquête, mais aussi ce questionnement de soi par rapport à la façon que la protagoniste a de se voir et de se détester d'une certaine manière, mais aussi celle qu'elle a à réapprendre ce que ça signifie être une Moon Girl par le positif. Parce qu'elle savait ce que ça signifiait, mais elle attachait ça toujours à des idées négatives. Et elle apprend à aimer son identité, et je trouve ça très beau à lire. Dernière catégorie, les livres en papier. Et commençons directement par celui que je ne possède pas, puisque je l'ai lu chez ma copine Mathilde. Il s'agit de L'énergie du désespoir d'Adrien Thomas. Une petite nouvelle de la collection 11-15 qui est percutante. Oui, percutante, on peut le dire comme ça. Et originale à sa façon. Globalement un très bon moment de lecture qui fait cogiter mon petit cerveau d'autrice également. Continuons avec les éditions 11-15 avec la Lisiothécaire de Mafalda Vidal, ma copine à moi. J'adore cette petite nouvelle toute fine, toute mimi, qui contient énormément de choses en quelques pages. Franchement, c'est compact mais léger à la fois dans sa manière d'écrire. Je le conseille vivement, surtout si vous aimez les livres et les dystopies.
c'est un bon mélange, un excellent mélange et je vous le conseille vivement. N'oubliez pas que Mafalda Vidal sera présente au festival Étrange Grande à Étange Grande les 7 et 8 septembre, il me semble. Je ne serai pas là, donc faites-lui un coucou de ma part. Ensuite, j'avais nommé ce livre dans ma palle pour l'été et j'avais dit que j'étais intéressée de découvrir ce livre parce que les avis étaient très mitigés, dans le sens où soit les gens l'adoraient, soit les gens le détestaient, parce qu'ils ne se retrouvaient pas dans l'histoire, on va dire. Et bien moi, j'ai adoré The Starless Sea par Erin Morgenstern. Je comprends quand les gens disent qu'ils ne se retrouvent pas dans l'histoire parce que ça peut être assez confus. C'est labyrinthique, c'est modelé par le hasard et en même temps tout est ficelé de manière brillante et juste. Et je trouve cette histoire... C'est difficile de mettre les mots juste dessus, mais c'est une histoire qui nous fait voyager dans ce que ça veut dire la lecture, ce que ça veut dire les histoires, ce que ça veut dire aimer tout ça, et en même temps se demander d'où est-ce qu'elles viennent ces histoires. Et moi j'étais emballée par la poésie du concept de ce livre et je vais le chérir pendant très longtemps. Passons à une déception, il s'agit de Tarot, Le Dernier Soleil de Katie Edwards. Pourquoi une déception? Parce que j'ai l'impression que l'auteur a pris tous les clichés d'urban fantasy, toutes les créatures possibles et imaginaires, et a tout mis là-dedans. Et en plus de ça, je trouve qu'il y a certaines incohérences culturelles, on va dire. C'est-à-dire que l'histoire est en fait sur les Atlantes. Les descendants des Atlantes d'origine qui étaient sur l'Atlantide, mais suite à une guerre presque mondiale avec les humains, l'Atlantide est détruite et on a, avec un traité de paix, on a accordé l'île de Nantucket aux Atlantes pour qu'ils y vivent comme s'ils étaient en Atlantide. Bref, jusque-là, tout va bien, concept super intéressant. Ensuite... Déjà le fait que les familles les plus importantes des Atlantes soient basées sur des cartes de tarot. Oui, pourquoi pas, à la limite, ça je peux l'accepter. Ce que je comprends moins, c'est les noms que l'on donne à ces familles. Par exemple, c'était les familles Saint John ou Saint Nicholas ou Saint je ne sais pas quoi. Où je me dis, mais pourquoi des noms de saints? Je veux dire, l'Atlantide, soi-disant, c'est un peuple qui existe bien avant l'avènement du monothéisme chrétien. Donc, ça, pour moi, c'était déjà un truc... non, ça ne marche pas pour moi, pas du tout. Ensuite, je ne trouvais pas les personnages attachants. En plus de ça, il y avait beaucoup de dialogues à la Die Hard, film d'action avec vas-y je te colle un dialogue humoristique qui moi me faisait lever les yeux au ciel. Donc voilà, je ne le recommande personnellement pas, mais si vous l'aimez, tant mieux pour vous parce qu'il y a d'autres tomes avec des couvertures magnifiques qui suivent ce premier. Ensuite j'ai lu The Labours of Hercules par Agatha Christie, qui m'a beaucoup plu, même si je dois admettre une certaine déception par rapport au fait que ce n'est pas bien expliqué comment Hercule Poirot arrive à ses conclusions. Alors parfois il y a des indices, parfois il le dit, mais d'autres fois on a l'impression que c'est sur un coup de tête, il devine et bim, tombe juste dedans. Et ça m'a un peu gênée parce que j'ai quand même grandi avec la série télévisée avec David Suchet comme acteur principal, et dans ces séries
on voit vraiment Poirot qui se remue les méninges, qui imbrique les indices les uns avec les autres, et nous on comprend du coup avec lui qui est le coupable. Et ici je le trouvais, c'est peut-être parce que ce sont des nouvelles et du coup c'est très concis, mais je trouvais que ça manquait de ça, et que du coup Agatha Christie se joue un peu de nous en disant il n'y a que lui qui comprend. Non seulement les autres personnages dans l'histoire sont idiots comparés à Hercule Poirot, mais nous lectrices aussi. Du coup ça m'a un peu mis sur... Voilà, j'espère lire d'autres livres de Agatha Christie qui m'emballeront quand même beaucoup plus. Passons à Yellowface de Rebecca F. Kuang, qui est une excellente lecture. Je ne vais pas m'étendre sur ce livre puisque j'en parle dans une vidéo précédente, mais la manière qu'a l'autrice d'écrire avec humour et une pointe de satire sur le monde de l'édition, de tout ce qui est ces pressions, les enjeux, le côté quand même beaucoup moins glamour que ce qu'on imagine être la vie d'un auteur ou d'une autrice de renom. Elle décrit aussi les frustrations de ces auteurs et autrices qui ne sont pas du tout reconnus, qui ne percent pas du tout. Voilà. Donc c'est une lecture où on s'y retrouve. Enfin moi je me reconnais dans certains passages, et je trouvais ça fascinant. Continuons avec de l'humour, avec Men at Arms de Terry Pratchett, que j'ai absolument adoré. Alors j'en ai déjà lu plusieurs de Terry Pratchett, mais globalement sa série sur les The Night Watch, donc les gardes de nuit, me plaît plus que le reste, pour l'instant en tout cas. Je sais que Rincewind est un personnage iconique et clé du disque monde, et donc dans la série plutôt de la magie et des sorciers et tout ça. Je crois que ça s'appelle la série de l'Université Invisible. C'est ça. Tout ça quand même dans le disque monde, mais ceci, Men at Arms, est le deuxième livre de la saga des gardiens de nuit. Le premier c'est Night Watch, et je trouve que l'humour dedans est absolument génial. Je ris en le lisant, et bon après j'ai une affinité particulière avec l'humour anglais, donc je ne sais pas si ce sera la même chose pour les autres. En tout cas la satire est très claire à comprendre, et c'est un chef-d'œuvre dans le genre. Je termine avec un véritable coup de cœur. Il s'agit de I Captured the Castle de Dodie Smith. C'est un classique de la littérature anglaise du début du XXe siècle, et l'histoire raconte la vie d'une famille un peu étrange, on va dire. Ce livre est narré et raconté du point de vue de Cassandra Mortmain, la cadette de la famille, qui un peu sur fond de journal intime. Il n'y a pas de date, c'est un journal intime écrit plus comme sorte d'exercice à l'écriture d'un roman, parce que Cassandra veut devenir écrivaine, et donc elle se dit que la meilleure façon de s'entraîner à écrire des choses, ce serait déjà de décrire ce qui lui arrive à elle dans sa vie. Et donc elle a la particularité de vivre dans un château en ruine avec sa famille. Son père a écrit un roman il y a plusieurs années de cela, qui a eu du succès, mais depuis n'a plus rien écrit. Et nous avons Topaz, qui est la belle-mère, qui est un peu excentrique et assez drôle. Elle travaille comme muse, ou on va dire, comment dire, quand on pose pour des peintres. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, elle pose pour des peintres pour gagner des sous. Donc il y a un rapport avec la nudité qui est assez naturel. Franchement, dans la famille, ils trouvent ça pas étrange.
Il y a la fille aînée qui s'appelle Rose, qui est très belle, voilà, mais aussi très déprimée de vivre dans un délabrement total, on va dire. Et le plus jeune fils, Thomas, qui va à l'école parce qu'il est assez intelligent et a une bourse pour poursuivre des études. Une famille excentrique, une histoire tout aussi excentrique, avec un fond de coming of age de Cassandra qui découvre ses premiers amours et qui écrit avec un humour tellement intelligent. Je trouve que c'est une narratrice très attachante, ce qui est la première fois, je pense, dans ce genre de roman où je trouve un narrateur touchant. On a envie de la voir comme meilleure amie et elle raconte cette histoire avec tellement d'éclat et d'humour que franchement je regrette de ne pas avoir lu ce classique bien plus tôt dans ma vie de lectrice. Dernier livre à vous présenter, mais que je n'ai pas terminé. Mais nous sommes aujourd'hui, à l'heure où je filme cette vidéo, le 27 août. Probablement que j'aurai lu la plus grande majorité de ce livre d'ici la fin du mois. Du coup, je vous en parle également. Il s'agit de Mind the Gap du Dr. Karen Gurney. Je vous en avais parlé dans ma palle. Il s'agit d'un livre de sociologie, de psychologie, de sexologie, on va dire, sur l'impact qu'a la société et toutes ces leçons explicites et implicites de la société qui font que la sexualité en général, mais surtout celle des femmes, est incomprise et mal représentée dans les médias et dans la vie en l'occurrence aussi, ce qui cause beaucoup d'incompréhension parmi les couples et les relations. Et je trouve que c'est une lecture extrêmement intelligente et très claire, qui donne de très bons exemples aussi. Je vous le recommande chaudement parce que en fait c'est une œuvre féministe, c'est une œuvre qui montre que tout au fil de l'histoire, les femmes ont été incomprises, mal interprétées et en plus elles ont été volontairement oubliées par les scientifiques qui à l'époque étaient tous des hommes malheureusement et tout ce que l'on découvre maintenant, et je trouve que c'est extrêmement enrichissant pour moi en tant que femme, mais je le conseille aux hommes également parce que franchement ils en ont autant à apprendre que nous. Je vous laisse pour aujourd'hui et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une vidéo dont j'anticipe avec grande excitation le tournage. Petit indice, il s'agit d'un challenge automnal. Dites-moi si vous connaissez un ou plusieurs des livres que je vous ai présentés et ce que vous en avez pensé. Sinon, si vous n'avez rien à dire, vous pouvez toujours laisser un petit emoji soleil parce que c'est encore l'été et ainsi vous m'aidez avec l'algorithme de YouTube. Si ce n'est pas déjà le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures. Allez, ciao!